petit bout de sparadrap, le podcast qui répond aux questions des parents pour les aider à accompagner leurs enfants quand ils sont examinés, soignés ou hospitalisés. Bonjour, je m'appelle Françoise Galland et je suis cofondatrice de l'association Sparadrap. Dans ce premier épisode, nous allons aborder un sujet important, les médicaments. Qu'est-ce que c'est ? Comment bien les donner ? Comment faire si son enfant n'arrive pas à les prendre ? Auprès de qui trouver des conseils fiables ? Camille est là pour nous en parler. Elle est maman de 2 garçons, de 2 et 4 ans. Ils n'ont pas de problème de santé particulier. Néanmoins, à plusieurs occasions, elle s'est trouvée en difficulté, ne sachant pas vraiment qu'est-ce qu'il fallait faire. Bonjour Camille. Bonjour. Merci de participer à cette émission. Alors, racontez-nous, à quelle occasion vous vous êtes posé des questions concernant la prise de médicaments ? Je me suis posé beaucoup de questions, c'est au moment de la gastro de mon fils de 2 ans, car c'est une gastro qui a duré plus de 8 jours, alors que je pensais naïvement qu'une gastro-entérite, ça a duré que 2-3 jours. Et j'ai pas consulté un médecin tout de suite. Et comme c'était multisymptômes et sur la prise de médicaments, c'est là que je me suis posé des questions sur cette prise de médicaments. Par exemple, vous évoquiez une solution de réhydratation. Oui, en fait, ça fait une fois que je suis allée chez le médecin, il m'a prescrit une solution de réhydratation parce que au bout de plusieurs jours, il avait en effet perdu du poids et il ne s'alimentait toujours pas. Donc, on m'a prescrit une solution de réhydratation, mais qu'il faut diluer dans un biberon de 200 millilitres. Donc, en fait, ça paraît peu comme ça, mais ça représente un biberon entier pour un bébé qui ne souhaite pas boire. C'est vrai que je me suis retrouvée un week-end à n'arriver à lui donner que quelques gorgées de cette solution, et je me suis demandé si ça allait être suffisant aussi pour le guérir, même en essayant de lui donner toutes les heures. Et voilà, c'est des questions que je me suis posées notamment. Lorsque votre fils avait mal, vous vous êtes demandé quel médicament lui donner ? Donner de l'ibuprofène à la place du Doliprane, c'est ce type de questions que je me suis posée à ce moment-là, sachant qu'on est aussi souvent dans un état de fatigue et de stress par rapport à la maladie de son enfant. Parce que une fois, mon médecin m'avait indiqué dans le cadre d'une maladie d'un de mes fils qu'il fallait aussi alterner l'ibuprofène et le Doliprane, mais je crois que c'était dans le cadre d'une maladie en particulier, dont je me souviens plus. Et du coup, quand il a eu sa gastro, je pensais qu'il fallait alterner les antidouleurs. Et quand je lui ai indiqué que je donnais un coup du Doliprane, un coup de l'ibuprofène dans le cadre de la gastro, il m'a dit que c'était pas du tout en effet la marche à suivre et que fallait uniquement donner du Doliprane dans le cadre d'une gastro-entérite. Et quand vous avez pu consulter un médecin, il vous a prescrit un antidouleur sous une forme particulière ? Oui, c'était un suppositoire et c'était la première fois, même si c'est mon fils cadet, j'avais jamais eu besoin de prescrire de donner un suppositoire à mon fils aîné. Donc là, je me suis retrouvée un peu, je pense qu'il me l'avait peut-être indiqué qu'il fallait le mettre en sens inverse ou le pharmacien, mais je pense que voilà, on n'entend pas tout ce qu'on nous dit et je me suis rendu compte que c'était pas si évident, un enfant de 2 ans, de lui mettre un suppositoire, et c'est vrai que c'était assez douloureux pour lui et pas forcément évident de savoir que c'était à mettre en sens inverse pour que ça soit moins douloureux pour lui. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on ne vous avait pas donné toutes les informations pour bien donner les médicaments à votre enfant ? Parfois, alors peut-être qu'on est aussi fatigué. Quand son enfant a pas dormi de la nuit, on est peut-être fatigué. On retient peut-être moins les informations qu'on nous donne, ou alors on les mélange. Et du coup, je pense que c'est, même si nous, le médecin, je pense que le fait que ça soit le médecin plus ensuite le pharmacien qui nous réexplique exactement la posologie à prendre, ça permet. C'est pas une redite. On est quand même dans des moments un peu de stress, même pour des maladies qui peuvent être bénignes, mais qui peuvent être fatigantes pour aussi les parents qui doivent gérer leur enfant malade. En vous écoutant, on comprend que vous avez été plusieurs fois en difficulté lors de la gastro de votre fils, mais finalement, tout s'est bien terminé ?
Mais avec le recul, je suis quand même contente déjà d'avoir eu l'alerte de ma nourrice qui m'a dit au bout de plusieurs jours, comme c'est elle qui s'en occupe la journée, je voyais bien qu'il était malade, mais dire là, il faut absolument consulter un médecin. Donc j'étais contente aussi qu'elle me donne cette alerte. Et ensuite, le médecin qu'on a vu en urgence s'est tenu aussi disponible pour nous et qu'on a pu le contacter aussi le week-end parce qu'on attendait des résultats d'analyse des selles de mon fils et les pharmaciens ont aussi su répondre à mes questions et mon fils a fini par reprendre voilà du poil de la bête, a repris ses petits kilos et est en pleine forme. Merci Camille. Merci. Pour répondre notamment aux questions de Camille, nous avons sollicité 2 experts. Frédéric Pasquier, pharmacien, qui a une expérience à la fois à l'hôpital et en pharmacie de ville, et Sandra Enoch, médecin généraliste qui travaille dans un centre de santé. Frédéric, je m'adresse à vous pour commencer par un petit rappel. Qu'est-ce qu'un médicament ? Dans un médicament, il y a un ou plusieurs principes actifs, et il y a un ou plusieurs excipients qui vont aider à former la galénique pour pouvoir être administré au patient. Ce médicament, il peut très bien avoir des vertus curatives, donc pour soigner une maladie, soigner des symptômes, ou alors des vertus préventives, c'est le cas notamment des vaccins que l'on utilise vraiment à but préventif et qui pour autant sont des médicaments. Les médicaments, il en existe plein de formes différentes, des patchs, des seringues, des médicaments sous forme sèche, comprimés, gélules, forme effervescente. Donc c'est une multiplicité finalement d'objets qui constituent le médicament. Vous avez évoqué le terme galénique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, autant pour moi, c'est effectivement la formulation du médicament, c'est l'assemblage en fait des molécules, des excipients qui va amener à une forme particulière. Donc on a dit tout à l'heure gélules, comprimés secs, médicaments injectables qui vont permettre d'administrer le médicament au patient. Et un médicament générique, qu'est-ce que c'est ? Effectivement, très bonne question. C'est lorsque un brevet d'un médicament princeps, donc le médicament d'origine, va tomber dans le domaine public. À ce moment-là, des laboratoires peuvent venir faire une copie de ce médicament princeps, donc médicament d'origine, pour en faire un générique. Ce générique, il doit, en principe, et selon la loi, avoir peu ou prou la même efficacité, la même bioéquivalence que son médicament princeps. Mais il y a des tolérances qui font que parfois on peut avoir de petites différences entre l'efficacité ou éventuellement même les effets indésirables du princeps et l'efficacité ou les effets indésirables du générique. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour faire la différence entre un nom de marque et un générique ? Bien sûr, un exemple très simple, notamment chez les enfants, on leur donne fréquemment du Doliprane lorsqu'ils ont de la fièvre ou lorsqu'ils ont des douleurs. Le Doliprane, c'est le nom de marque du médicament antalgique, donc qui lutte contre la douleur, et la molécule qui le constitue, qui est la molécule efficace, c'est le paracétamol. Le paracétamol, c'est la dénomination commune internationale. Si le pharmacien donne un médicament dont on n'a pas l'habitude, est-ce qu'on peut lui demander de changer ? Alors, normalement, depuis 2015, les médecins ont une obligation à prescrire en ce qu'on appelle la DCI, la dénomination commune internationale. Ce qui permet aux pharmaciens, entre autres derrière, de pouvoir génériquer, c'est-à-dire donner un médicament générique au patient. Après, effectivement, lorsqu'un patient est habitué à une marque d'un générique, lui changer pour un autre générique, ça peut le perturber, ça peut casser son observance et ça peut aussi l'interroger. Donc là, il y a un travail d'accompagnement à faire par le pharmacien qui soit va répondre exclusivement à la demande du patient et aura les moyens de lui mettre à disposition le générique que le patient est habitué à prendre, soit du coup lui expliquera que finalement entre deux génériques, la dénomination commune internationale reste la même, la molécule reste la même, seule parfois la galénique peut légèrement varier et que en soi, la prise en charge de sa pathologie ne sera pas fondamentalement différente. Pourriez-vous nous donner des précisions sur la DCI et son utilité pour les familles ? Alors la DCI, c'est important entre autres pour éviter les problèmes de surdosage.
parce que les patients, une fois rentrés chez eux, lorsqu'ils ont retiré leurs médicaments à la pharmacie, ils vont prendre un certain nombre de traitements et parfois, à côté, s'automédiquer, c'est-à-dire prendre dans leurs armoires à pharmacie de la maison des médicaments qu'ils ont l'habitude de prendre lorsqu'ils ont par exemple des maux de tête, lorsqu'ils ont un peu de fièvre, voilà. Et on peut avoir des redondances et du coup des surdosages parce qu'on va prendre 2 fois la même molécule. Donc c'est important de parler en molécules, donc en dénomination commune internationale, plutôt qu'en nom de fantaisie ou nom de marque qui peuvent prêter à confusion. Sandra, ce n'est pas toujours simple pour les parents de savoir quand ils doivent donner un médicament quand ils sont à la maison. En tant que médecin, quels conseils vous pourriez leur donner ? Oui, il y a plein de situations où on peut agir sans médicaments avant de prendre l'avis d'un professionnel de santé. Par exemple, si un enfant tombe et se fait mal, on peut mettre de la glace, enfin du froid sur la zone qui est blessée. Les bisous magiques, ça marche aussi. Il y a des études qui ont montré que ça marche, les bisous magiques. On peut, s'il a de la fièvre, petit aparté, c'est toujours bien de vérifier la température avec un thermomètre, parce que l'enfant peut être chaud sans avoir de fièvre. Et donc s'il a de la fièvre, on peut commencer par le découvrir, donc enlever une couche de vêtements, lui rafraîchir le visage avec un linge mouillé. On peut le faire boire pour éviter qu'il se déshydrate. Et si on voit que ça suffit pas, là on peut passer à du paracétamol, qui est un médicament antidouleur et antifièvre très simple et qui a quasiment pas d'effets secondaires si on respecte les doses. On peut parler de la toux, par exemple, en cas de rhume. La toux, c'est un symptôme qui est très gênant, en particulier la nuit, qui empêche tout le monde de dormir. Mais pour autant, les médicaments sont pas très efficaces, voire pas efficaces du tout. Et comme toute molécule, ça peut avoir des effets secondaires. Donc c'est mieux de faire sans les médicaments si on peut. Donc ce qu'on peut conseiller aux parents si la toux est embêtante, c'est de boire régulièrement, soit de l'eau, soit des boissons chaudes. Ça permet d'hydrater la gorge et de soulager l'irritation qui fait tousser. Et si ça suffit pas ou que ça convient pas, on peut aussi sucer quelque chose, sucer du miel à partir d'1 an, pas avant, pour éviter les infections. On peut sucer un bonbon, pareil chez les enfants un peu plus grands qui vont pas s'étouffer avec. Frédéric, pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont on donne les médicaments à un enfant ? À quoi doit-on faire attention ? Alors les médicaments, il faut les donner de façon précise et respecter un certain nombre de règles très importantes. Il faut les donner déjà au bon patient, il faut les donner au bon moment, il faut respecter la posologie, le nombre de prises par jour, etc. Pour cela, les familles peuvent être aidées par la prescription médicale, bien sûr, qui, elle, indiquera toutes ces mentions. Derrière, le pharmacien viendra compléter avec des conseils de bon usage pour aussi pouvoir donner le médicament quand il le faut. Et puis, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir respecter. Tous les médicaments, par exemple, en forme sèche, donc les comprimés, les gélules, etc., ne peuvent pas forcément être ouverts ou broyés ou écrasés, voilà. Donc ça, c'est pareil. En cas de doute, il faut poser des questions, soit au médecin, soit au pharmacien. Donc, si je comprends bien, la maman qui veut écraser un comprimé pour le mélanger à de la compote en pensant que ça passera mieux, ce n'est pas forcément une bonne idée. Il faut en être sûr, il faut que le pharmacien lui garantisse que c'est possible. Si je prends aussi l'exemple typique des médicaments inhalés, donc vous savez, c'est les sprays par exemple chez les enfants qui sont asthmatiques, il y a une bonne façon de le faire, un bon usage. Pour ça, il faut que les familles soient informées de ce bon usage. Donc il faut qu'un professionnel de santé leur ait montré les effets participés pour que l'usage soit le meilleur possible. Sandra, Frédéric, avez-vous d'autres précisions à apporter ? Autre chose qui est important, c'est d'utiliser le matériel qui est présent dans la boîte du médicament s'il y en a. Donc par exemple, s'il y a une cuillère ou une pipette ou une seringue qui est dans la boîte, c'est important d'utiliser cette pipette-là et pas une cuillère à soupe ou la pipette d'un autre médicament, parce qu'en fait, la cuillère ou la pipette qui est prévue avec la boîte est adaptée à la concentration, au dosage du médicament. Et donc, si vous utilisez un autre matériel, vous risquez soit de
faire une sous-dose, donc de pas prendre assez de médicaments et donc qu'ils soient pas efficaces, ou à l'inverse, plus dangereux, de faire une surdose, donc là de mettre en danger votre enfant ou vous-même. Alors pour les dosettes, c'est la même chose. Il faut être extrêmement vigilant parce que bien souvent, il y a un risque de confusion entre plusieurs types de dosettes. Je prends l'exemple typique de la dosette de sérum physiologique qui sert à nettoyer les narines des enfants, les yeux éventuellement. Donc c'est un sérum salé avec de l'eau, voilà. Mais il y a un risque de le confondre avec d'autres formes de médicaments en dosette aussi. Il y a notamment des antiseptiques. Donc là, du coup, il y a un risque fort de confusion et d'administrer à un enfant par voie nasale ou par voie oculaire, donc dans le nez ou dans les yeux, des antiseptiques qui pourraient lui amener de graves lésions. Frédéric, Camille, la maman qui a témoigné, a rencontré des difficultés à donner une solution de réhydratation à son enfant. Est-ce grave s'il n'a pas bu tout son biberon ? Comment agir s'il ne prend pas tout ? Dans cette situation particulière, tout ce que prendra l'enfant, ça sera déjà bien. Parce que le but, c'est de le réhydrater. Donc, quand bien même il n'a pas fini son biberon, c'est pas dramatique et la maman ou le papa pourront reprendre la prise du biberon ultérieurement. Par contre, pour certains médicaments pour lesquels là, chaque prise est importante, il faudra bien s'assurer que l'enfant a bien pris la prise jusqu'au bout, qu'il s'agisse d'une forme sirop, qu'il s'agisse d'une forme comprimée éventuellement pour les un peu plus grands, ou des formes solutions buvables. Sandra, Camille racontait qu'elle ne savait pas comment on doit mettre un suppositoire. Est-ce que vous en prescrivez ? Est-ce courant ? C'est une très bonne question, parce que c'est pas instinctif. Non, c'est rare que je prescrive des suppositoires, c'est vraiment pour les enfants, soit qui refusent complètement d'avaler quoi que ce soit, soit s'ils vomissent trop et que du coup ils vont pas ingérer le médicament. Mais globalement, c'est plutôt une forme qu'on évite, notamment pour le paracétamol. Le paracétamol en suppositoire est moins efficace sur la douleur que le paracétamol à boire. Le suppositoire, donc, il va se mettre dans le sens inverse de celui qu'on va imaginer. C'est-à-dire que là, il faut pas l'introduire par la partie pointue, il faut l'introduire par la partie plate. Ça permettra que, quand le suppositoire est rentré, le muscle du sphincter se refermant repousse vers l'arrière la pointe et bloque en fait le médicament. Si on l'insère dans l'autre sens, c'est pas grave, mais il y a plus de risques qui ressortent. Frédéric, si un enfant ne veut pas ou ne peut pas prendre son médicament, par exemple il n'arrive pas à l'avaler, il le recrache, il déteste le goût, comment faire ? C'est une question compliquée parce que chaque enfant va avoir sa propre réaction par rapport à un médicament. Je pense que un des points fondamentaux, c'est de surtout pas lui mentir par rapport à ce médicament, lui dire que c'est essentiel pour la pathologie qu'il a à l'heure actuelle, que par contre, effectivement, ça n'a pas bon goût, mais qu'on peut essayer avec lui de trouver la façon la meilleure de l'administrer. Alors parfois, ça peut être dans une compote, ça peut être avec un petit peu de jus d'orange, avec de l'eau, avec un animal de compagnie qu'il aime bien, avec une peluche, ou encore la méthode avec la paille pour des solutions plus liquides, des solutions buvables, où là finalement le fait d'être moins en contact, que le médicament soit moins en contact avec la langue, va moins favoriser la réponse des papilles gustatives et donc finalement va aider à ce que le goût soit moins mauvais. Il y a aussi des techniques corporelles qui marchent bien et qui peuvent être très utiles avec de jeunes enfants lorsque, par exemple, on veut leur administrer des formes inhalées. Vous savez, des formes pour lutter contre l'asthme, par exemple, ou dans la bronchiolite. Une chose qui marche bien, c'est de prendre l'enfant contre soi, de lui mettre sa tête au niveau de l'épaule et de prendre le dispositif à inhaler et souvent accompagné d'une chambre d'inhalation. C'est des chambres avec un embout buccal ou un masque. Le fait de prendre l'enfant contre soi va le rassurer et va permettre aux parents d'administrer le médicament plus facilement, plutôt que de l'avoir face à soi, où là, finalement, il n'y a pas de protection du parent et ça peut stresser l'enfant. Sandra, si malgré tout un enfant ne veut ou ne peut pas prendre son médicament tel qu'il a été prescrit, est-ce que le médecin peut proposer autre chose ? Oui, bien entendu. Il ne faut pas hésiter à revenir vers le médecin ou le pharmacien si c'est possible. Il y a plusieurs possibilités. Déjà, on peut réévaluer si le médicament est bien indispensable, si on ne peut pas faire sans. S'il est vraiment indispensable,
On peut voir s'il existe le même médicament sous d'autres formes. Donc par exemple, si le sachet ça passe pas, est-ce que le sirop ça va mieux passer, ou est-ce que si l'enfant est assez grand, la gélule c'est possible. Et s'il n'y a pas d'autres formes, on peut voir s'il y a des goûts différents. Peut-être que l'enfant va pas aimer le sirop à la banane, mais que le sirop à la fraise, ça passera mieux. Donc voilà, on essaye de trouver d'autres situations, d'autres formulations qui seraient mieux acceptées par l'enfant. Parfois, les parents sont un peu perdus. Le médecin n'a pas donné beaucoup de détails, ou alors il a oublié de le noter sur l'ordonnance, ou on n'a pas bien compris. Que peut-on faire, Frédéric ? Eh bien, en premier lieu, ce qu'il faut faire lorsque l'on sort d'une consultation médicale, c'est s'assurer auprès de son médecin qu'on a bien tout compris et éventuellement lui redemander des explications complémentaires. Après, lorsque l'on va chercher ces médicaments à la pharmacie, le pharmacien ou les préparateurs en pharmacie ont normalement l'obligation de donner un certain nombre de conseils quant à la prise des médicaments. Et donc, le patient est en droit de demander un certain nombre d'informations et le pharmacien doit lui attribuer du temps pour pouvoir lui expliquer correctement. Et si jamais le médecin n'était pas disponible et que les pharmacies sont fermées, le cas d'un week-end typiquement, eh bien il reste la notice qui donne les informations légales mais très complètes qu'on peut relire, et notamment les modes d'administration, la partie mode d'administration d'une notice qui permet à la famille de pouvoir utiliser au mieux un médicament. Parfois, il peut arriver aussi qu'on n'ait pas confiance en son médecin, que l'on ait des doutes sur la prescription. Alors, Sandra, vers qui se tourner ? Ça peut arriver, oui. La relation médecin-patient, c'est une relation humaine, donc on peut ne pas avoir confiance, ne pas apprécier son médecin. Je pense que dans ce cas-là, le mieux, c'est de changer de professionnel de santé pour en trouver un en qui on a confiance. Mais si on n'a pas le choix, vous pouvez trouver des informations fiables auprès du pharmacien, déjà, qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et si vous voulez chercher ailleurs, en particulier sur Internet, il y a quelques sites qui sont fiables auxquels vous pouvez vous référer. Il y a le site de l'assurance maladie, amélie.fr. Il y a le site de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser la base nationale des données publiques des médicaments. Donc c'est un site gouvernemental avec toutes les informations sur le médicament. Donc il y a les notices grand public, les notices professionnelles de santé. Il y a aussi des informations comme le prix du médicament, le taux de remboursement, l'avis de la Haute Autorité de Santé sur ce médicament. Merci Sandra et Frédéric pour ces réponses précieuses qui, nous l'espérons, aideront les parents au quotidien sur ce sujet complexe. Merci, au revoir. Merci à vous de m'avoir accueilli et plein de bonnes choses pour les parents et leurs enfants. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Si vous souhaitez approfondir la question, vous trouverez des liens sur les descriptifs de l'émission. Vers le site de Sparadrap, par exemple le dossier de conseils complet pour les parents sur les médicaments. Il y a aussi une rubrique illustrée pour les enfants curieux, très accessible pour tous et je vous encourage vraiment à aller la visiter avec votre enfant. Et puis des liens vers d'autres sites, par exemple pour retrouver la notice d'un médicament en ligne et puis pour trouver d'autres conseils de qualité. Voilà, à bientôt pour un nouvel épisode. Ce podcast est réalisé par l'association Sparadrap avec l'aide technique de Oz Masterclass et EarZ Sound Design et le soutien de Malakoff Humanis. Merci aux intervenants qui ont bien voulu participer à ce premier épisode. Camille Barouco, maman, Sandra Enoch, médecin généraliste et Frédéric Pasquier, pharmacien. Merci aussi à Françoise Galland pour l'animation. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Un petit bout de Sparadrap